Bonjour à tous et bienvenue à Loin de sans foot. Olivier Brett avec vous en compagnie de Jean Gounel, de Sidney Faux pour une émission qui va partir, on vous le dit tout de suite, dans tous les sens. Les gars, comment ça va? Ça va bien, assez impatient même. T'es pas tout seul, on perdra pas de temps. On va juste vous dire qu'on va parler de Ligue des champions qui s'en vient en Europe, de l'équipe nationale canadienne qui a fait bonne figure au cours de la dernière semaine. 3 matchs disputés depuis la dernière fois qu'on s'est parlé, les gars. On va répondre à de nombreuses questions qui nous ont été posées sur Twitter, mais on va commencer avec notre segment à domicile avec est-ce que c'est trop de parler d'une bombe, Sid? Non, non, je pense que Ouais. c'est approprié Bon, par rapport à ce qui s'est passé hier. Non, le terme est comme bah, Commençons, ouais, avec cette bombe qui a été annoncée par le CF Montréal par voie de communiqué mercredi matin, tout juste après 9 heures. Moi, j'essayais de communiquer avec le club pour un dossier complètement différent, puis on m'a dit, ben, tu sais quoi, attends juste 5 minutes, regarde tes courriels, puis peut-être qu'on aura l'occasion de se parler d'autre chose après. J'ai vite compris pourquoi. Euh, la section 132, qui est, puis je comprends qu'il y a d'autres groupes de supporters, là, mais on va faire ça simple pour ne pas rendre les choses plus complexes qu'elles le sont déjà. La section où on retrouve les ultras permet, pour une période indéterminée, les ultras et les groupes de supporters qui s'y trouvent sont bannis de stade, en fait bannis de tout événement du club. Et là, c'est une précision importante à faire. Si la section est fermée pour une période indéterminée, le bannissement des supporters, lui, semble définitif. Du moins, j'ai posé la question au club, puis on me dit que la manière avec laquelle on a écrit le communiqué, c'est comme ça qu'il faut l'interpréter. Pour lancer un segment à domicile, il y a difficilement plus complexe comme dossier à balancer dans ta cour, mon Cid. Comment tu as interprété tout ça? Parce que je ne sais pas ce que tu en penses, mais on a parlé d'incidents après le match contre Toronto, des bagarres dans le stationnement, des fumigènes, des projectiles envoyés sur le terrain. Mais pour moi, c'est un dossier qui remonte à il y a des années, là, même bien avant l'arrivée de Kevin Gilmore. oui, tout à fait. Et puis c'est indiqué dans le communiqué cette notion de plusieurs années, de plusieurs événements qui ont été parfois résolus, mais en même temps qui se sont répétés par la suite. Donc c'est pas une décision qui est juste liée à des événements ponctuels et récents. On est dans une conclusion, si on lit entre les lignes, une conclusion d'un point de non-retour qui a été atteint entre le club et les groupes de supporters en section 132. Donc c'est cet aspect-là qui était assez peut-être surprenant parce que tu voyais pas venir. On était quand même un petit peu avant ça dans une période où il y avait une forme de réconciliation, où il y avait de nombreux actes de dialogue entre les groupes de supporters et le club. Donc on pensait que ça allait dans une forme de résolution. Et puis boum, le derby arrive avec tout ce que ça amène dans son comme situation. Et là, le couperet, il tombe, mais d'une façon qu'on a vraiment, personne n'aurait anticipé. On dit vraiment purement et simplement stop. Puis dialogue, il y aura un jour ou l'autre, mais c'est vraiment pas à l'ordre du jour. Et ça, je crois que c'était pas, enfin, que peu de personnes auraient anticipé, même si dans le contexte des changements organisationnels de cette année, il y a une forme de logique à ce qu'on arrive à ce type de conclusion, sachant qu'on a deux parties qui sont radicalement opposées, qui sont crampées dans leur position initiale et qui nous ont montré depuis les 8 derniers mois de l'année qu'ils seront irréconciliables sur ce dossier. Oui, et ce qui est surprenant, en fait, ce que moi, j'ai pas vu venir, on parlait toujours de ce combat entre les ultras et l'organisation. Puis encore là, ça remonte à l'époque de Joey Saputo, ça remonte, tu sais, des bannières pour protester. Là, Nick DeSantis, on pourrait y en parler. Puis Kevin Gilmore, Olivier Renard n'existaient pas. Là, puis il y en avait un char puis une barge des bannières. Ça, c'est tout à fait correct. Après, tu as les incidents dans les tribunes. Là, on revient toujours avec cette idée de oui, c'est une minorité. Euh, c'est probablement vrai que c'est une minorité. C'est probablement vrai aussi que si on avait cru qu'on était capable d'arriver à une solution constructive,
moi, je pense que le club aurait probablement choisi d'aller après ces individus-là, aurait pu faire aussi une sortie publique en disant, bon, là, on vous le dit devant tout le monde, publiquement, voici la limite que vous venez d'atteindre. Si vous la dépassez encore, on ferme la tribune. C'est là où ça nous a pris de court parce que, Jean, moi, ce que j'ai pas vu venir, c'est, je parle de ce combat-là. Le CF Montréal a juste dit, ben, on vous invite plus sur le champ de bataille. Vous n'êtes pas invité. Vous allez vous battre contre quoi? Vous allez vous battre contre qui? Votre champ de bataille, entre guillemets, c'est chez nous. Et ça, c'est vraiment une position radicale du club qui dit, on croit que pour le bien de l'organisation, sur le moyen long terme, parce qu'on s'entend qu'en fin de semaine contre Nashville, là, ça va être tranquille au stade. Je pense que tout le monde est conscient de ça. Yeah. Et à ma connaissance, au club, on en est conscient, puis on n'est pas heureux de ça non plus, parce qu'on sait qu'on va sacrifier une grosse ambiance, une grosse portion de l'ambiance, même s'il y a d'autres supporters. À quel point tu penses que c'est un risque calculé ou c'était juste, Jean, une écœurantite de là, il y a la Ligue qui s'en mêle, il y a Toronto qui demande des sanctions, on n'est plus capable de gérer ça, les Ultras, go, on débarrasse tout le monde. Ouais, je crois que tu lèves un point, à mon avis, qui est sous-jacent de toute façon. On va parler du reste après, mais la position de la Ligue est assez claire là-dessus et je pense qu'elle elle a été assez virulente et a certainement pesé dans la décision du club. Parce que la Ligue, la MLS, elle a depuis longtemps cette politique de zéro tolérance par rapport à la violence. C'est peut-être l'élément sur lequel elle est la plus rigoureuse. Il y a eu des débordements dans d'autres stades ponctuels à première vue. En dehors des stades aussi, à New York en particulier, à Los Angeles aussi. Mais clairement, Montréal est un des endroits qui est régulièrement montré du doigt pour ce qui se passe à l'intérieur, avec les fumigènes, avec qu'on appelle certains débordements. Là encore, on va avoir chacun notre façon de dire ce qui correspond à un débordement ou pas. Mm-hmm. Mais c'est certain que là, clairement, il y a une volonté de la part du club sous cette impulsion. Parce que je pense qu'à un moment, la Ligue a dit « Ok, les gars, vous faites quelque chose parce que ça ne peut plus là. » Avec en plus la réaction de Toronto, les plaintes de Toronto, qui ont forcé un peu la direction du club à couper complètement quelconque relation, que ce soit une relation de discussion ou une relation d'affaires au sens où on vous vend des billets, des abonnements de saison, vous venez encourager l'équipe, avec ces groupes de supporters. Comme tu l'as souligné, c'est vrai que ce n'est pas nouveau, même s'il y a clairement dans le communiqué des supporters qui est sorti hier soir, clairement une volonté d'indiquer qu'il n'y a pas de dialogue possible depuis et qu'il y a une rupture nette avec le club depuis la refonte ou le branding, ou appelle ça comme tu veux, et qu'on est parti vers des chemins complètement divergents. Donc, est-ce qu'il y a... Ouais. Ouais, j'allais juste dire, c'est super intéressant le point que tu soulèves là, parce que moi, le ton de ce communiqué-là, qui est, puis ça peut être une position légitime, mais qui est très accusateur, dans le fond, on dit que Kevin Gilmour est le responsable de tout ça. Mais Sid, je ne sais pas ce que tu en penses, ce communiqué-là, dans un autre contexte à l'époque pour le recrutement ou pour des fumigènes là, avant l'arrivée de Kevin Gilmour, puis je ne suis pas en train de dire, là, je veux juste mettre une chose très, très au clair, là. Moi, le rebrand, je continue de croire à son potentiel. Je continue aussi de croire qu'on a échappé plusieurs affaires depuis le 14 janvier dernier pour mieux faire passer ça, pour ouvrir les canaux de communication. On l'a dit 100 fois ici à Loin de s'en foutre. Et je pense que ça, c'est quelque chose où le club doit s'améliorer avec ou sans les Ultras. On ferme cette parenthèse-là. Ceci dit, le ton de ça, c'est toute la faute à Kevin Gilmour. Dans le fond, c'est ça qu'on est en train de lire. Mais avant, c'était toute la faute à Nick DeSantis. Puis après ça, c'était toute la faute à Joey Saputo. Puis il y a Don Garber, il me semble, qui est passé dans le tordeur aussi à un moment donné parce qu'on allait se travestir devant les corpos de la MLS. Puis la vraie affaire, c'était le centre Claude. Tu sais, là, je sais que je fais des amalgames, mais à quelque part, je pense, puis là, corrige-moi si je me trompe, Sid, que c'est un peu ça qu'on a voulu couper avec une opportunité. Et là, c'est moi qui l'interprète de cette manière-là. Une opportunité qui est venue de la MLS, qui est venue de Toronto avec des incidents répétés,
d'évacuer cette aura-là. C'est pour ça que moi, je trouvais que le rebrand avait sa raison d'être. Puis je vous l'avais dit, il y avait trop de relations viciées avec ses anciens, avec les partisans, avec les médias, avec le Montréal Inc. Tout le monde avait, à quelque part, son histoire d'horreur avec le club, puis c'était une occasion de repartir sur des bases nouvelles. Cette relation-là avec les Ultras est très symbolique de ça aussi. Et je pense que c'est peut-être ça qu'on a voulu évacuer du stade. Pas juste les critiques envers Kevin Gilmore, parce que je présume qu'être à sa place, ça ne doit pas être le fun à regarder, se faire dire de foutre le camp à chaque rencontre à domicile, même si ça fait juste 4 matchs depuis que l'équipe est revenue au mois de juillet. Mais on n'est jamais content. Sid, tu es tellement près des médias sociaux. Il y a un beau match, puis là, tu vas pouvoir me rafraîchir la mémoire. Là. Moi, je me suis tenu loin de Twitter. Puis déjà ça, je pense que ça en est un exemple parfait. Il y a des matchs au stade où le 5-4 face à Cincinnati, c'est un feu d'artifice, ça se passait bien. Ça chiale sur les médias sociaux. On trouve le moyen de se plaindre. Il y a comme toujours ce cynisme latent, ce nuage gris, peu importe ce qui se passe sur le terrain ou les efforts qui sont faits, des efforts qui sont, je le répète, plus qu'imparfaits. Est-ce que c'est ça qu'on voulait évacuer du stade avec la fermeture du 132? C'est certain qu'on a eu un prétexte qui était suffisamment solide puisqu'il y avait des relations avec un autre club et la Ligue pour évacuer et pour prendre des décisions que tu n'aurais peut-être pas pris dans un autre contexte. Ça c'est certain que c'est le mot prétexte, c'est pas pour minimiser, mais une fois qu'on lit le communiqué, on comprend que il y avait autre chose et qu'on a aussi une espèce de sentiment, un aveu d'impuissance, parce que on peut aussi ajouter au communiqué la sortie du directeur des communications qui indique qu'il y a eu de nombreuses tentatives de résolution. Donc c'est certain que tu as envie vraiment de tirer la corde. Maintenant, sur l'aspect parfois du cynisme qui entoure les ultras en particulier, ce qu'on a, c'est qu'on a des personnes qui estiment aussi que, vu le niveau d'énergie, de temps, de passion et de supporterisme qu'ils investissent dans le club et sur lequel le club est très content de pouvoir compter, ils ont aussi ce droit d'exprimer des insatisfactions. Ce qui est quand même très particulier, un peu même à notre culture, je dirais, même médiatique et un peu sportive, c'est qu'on met beaucoup d'emphase sur les moments négatifs dans la relation entre le club et les supporters. C'est assez fascinant comme à chaque fois un événement qui sort du lot va vraiment comme prendre beaucoup d'ampleur et de résonance. Je crois que ce qu'ils amènent aussi de très positif à toute l'expérience stade, c'est des choses qui sont peut-être un peu pris pour acquis et qui ne sont pas suffisamment mis de l'avant. Et donc à ce moment-ci, on a l'impression que le balancier il penche que d'un côté, du côté revendicateur, mais moins du côté de tout ce que ça prend et de tout ce que ça amène d'avoir un groupe de supporters aussi passionnés et ça c'est vrai. Et puis pour la distinction entre Twitter et la vraie vie, même si j'aime pas cette expression, je suis tout à fait d'accord avec toi. Je l'ai dit à Jean, je pense la dernière fois, on est 4-4 dans les belles expériences de stade. Tous les 4 matchs et même le match à 5000 spectateurs, c'était des belles expériences de stade. Et puis, il faut passer à autre chose. La dernière fois, c'était vendredi, c'était un vendredi soir. Je sais pas si je l'avais dit à LDSF ou avec toi au UFC. Mais je suis venu plus tôt, c'était plein. Le stationnement était plein de monde. C'était fou comment les gens étaient heureux. Et à ce moment-là, oui, t'es un Twitter, tu passes du bon temps avec les gens, tu t'apprécies un spectacle sur le terrain, et puis tu passes à autre chose. Et c'est là où, effectivement, on a l'impression que voilà, on fait... Je ne vais pas dire des tempêtes dans un verre d'eau, c'est pas la bonne expression, mais je trouve qu'on accorde énormément d'importance à des communications plutôt négatives, cyniques, ironiques, qui sont aussi un peu le fruit des réseaux sociaux, et on leur donne vraiment beaucoup trop d'importance à mon goût. Ben, je suis d'accord avec toi. Là, il y a plusieurs petits éléments, puis on va enchaîner par la suite, mais le bout que je comprends pas, moi, les ultras en ce moment, là, vous vous sentez, puis je l'ai écrit dans ma chronique sur le rds.ca, vous pouvez aller lire si vous ne l'avez pas encore fait. Plug shameless total en ce moment, c'est rare que je fasse ça, mais j'en profite aujourd'hui parce que j'ai eu plusieurs commentaires là-dessus. Les ultras, s'ils se sentent trahis par le rebrand,
je le comprends. S'ils se sentent trahis en ce moment par leur exclusion du stade, sachant qu'ils ont tout investi depuis 2002, puis on s'entend que ce n'est pas exactement la même gang, là, mais c'est le même esprit, je le comprends à 100% aussi. Mais dans une période où tu veux revendiquer quelque chose, pourquoi les fumigènes? Pourquoi lancer des choses sur le terrain? Pourquoi des altercations? Même si c'est un semblant de tiens-toi loin de ça parce que tu donnes des munitions à un club qui peut peut-être dire ben, tu sais quoi, nous, on n'est plus capable de vivre ça, on n'est plus capable de gérer ça. On a la rénovation, les améliorations au stade à gérer, on a vendre des billets à gérer, on a amélioré l'effectif à gérer, on n'est plus capable. Ça, c'est le bout que j'ai beaucoup de difficultés à comprendre. Puis, on va en parler tout à l'heure. Tu sais, il y a eu des incidents à Nice avec Nice puis Marseille. J'ai parlé avec un journaliste français à la radio, puis le journaliste me disait ces gens-là ont été privés de leur exutoire au stade pendant 1 an et demi. Est-ce qu'il y a eu une accumulation? Moi, je pense que oui, avec la pandémie en plus, avec le fait que tu as été obligé de vivre un rebrand que tu n'as jamais demandé. Donc, cette frustration-là, je la comprends tout à fait. Après les débordements, c'est là où je pense qu'il faut que tu te rendes quasi irréprochable pour être capable de concentrer tes propos sur le message que tu veux faire passer. Puis c'est là que les ultras sont un peu tombés à côté de la plaque. La dernière chose que moi, je veux dire là-dessus, c'est pas d'hier, là. Les ultras, on aurait dû les valoriser davantage en leur disant, et peut-être en sortant publiquement plus souvent aussi, ça, c'est inacceptable. Par contre, on vous apprécie, on vous aime, vous êtes important pour nous, on est prêt à travailler ensemble sur X, Y, Z, mais sur A, B, C, on n'est pas négociable. Mais on est tellement heureux de vous avoir avec nous. C'est quelque chose qui n'a jamais été fait. Je me souviens en 2015, je pense que c'était pour le déplacement au Mexique pour jouer le match aller de finale de la Ligue des champions. Moi, je me disais, Joey Saputo là, ou quelqu'un de la haute direction qui débarque parce que les supporters revenaient quelque chose à 2-3 heures du matin, si je ne me trompe pas, va les rencontrer, va les voir, débarque pour leur dire « Hey gang, merci. On est tellement heureux que vous soyez là. C'est pas toujours parfait, mais on est comme un vieux couple. On est content de savoir, on est content de partager notre vie ensemble, puis on va vivre des affaires extraordinaires. On vous apprécie, même si vous nous énervez une fois de temps en temps. On va vivre avec parce que vous êtes important. » Ça n'a jamais été dit aux ultras. Puis moi, je pense que ça a fait gonfler un sentiment d'insatisfaction et ça mène à une réalité qui est différente, à mon sens, de l'extérieur entre celle des ultras et du 1642. Parce que le 1642 a du bagage, mais ils en ont moins que les ultras qui sont là depuis le début des années 2000. Tu as réussi à t'asseoir avec le 1642, tu as négocié quelque chose qui est peut-être imparfait, mais qui a réussi à faire avancer tout le monde. La cloche est revenue au stade. Le 1642 a commencé à retrouver son ton d'avant. Puis tu en as là-dedans qui sont vraiment pas contents du rebrand quand même. Alors qu'avec les ultras, là, ce qu'on entend, c'est qu'il y a eu le même genre de rencontres séparément. Au bout de 3 heures et demie, on n'avait pas passé, c'est ce qu'on nous dit, le premier point de l'ordre du jour, qui avait 6 ou 7 points. On avait passé 3 heures à parler du rebrand, puis on était rendu nulle part dans la conversation. Pour moi, le communiqué qui a été mis sur les réseaux sociaux par l'Association des supporters, c'est un parfait reflet de ça. Ça s'en va nulle part. Moi, je le vis dans des conversations sur Twitter. Ça devient un débat qui part en vrai. Tu te dis, mais on parle de quoi, là? C'est pas ça que j'ai dit. Vous interprétez. Ça s'en va dans tous les sens, sauf celui d'une direction constructive. Puis à quelque part, c'est là où je me dis, je peux comprendre le CF Montréal de se dire, on serait-tu capable de survivre dans le stade sans eux? Après, puis Jean, peut-être juste un petit commentaire là-dessus pour conclure. Est-ce que tu es capable de le faire? Moi, mon avis, c'est que tu ne peux pas juste remplir la section des ultras avec d'autres supporters qui ressemblent aux ultras. Il faut que tu changes complètement et que tu n'aies aucun point de référence dans le stade à est-ce que c'est comme les ultras ou est-ce que c'est peut-être un downgrade en bon français? Qu'est-ce que tu vois pour la suite? En ce sens-là, si les ultras, puis je le répète aussi, là, parce que je l'ai dit dans ma chronique, moi, je souhaite que les ultras reviennent, que tout le monde soit capable de s'entendre parce que c'est un groupe qui est hyper important en ce moment à l'ambiance du stade, mais ça ne pointe pas dans cette direction-là. La suite, pour toi, Jean, ce serait quoi? D'abord, première question, qu'est-ce qui va les empêcher de revenir? Qu'est-ce qui va les empêcher de revenir si tu es vraiment décidé d'aller prendre un billet dans une autre tribune?
Ben, ils ne seront pas des groupes, right? Ce sera pas ils sont quoi, 150, 200, les ultras? Ouais, mais tu sais très bien comment ça se passe. Et quand même, on l'a vu quand même dans des dizaines et des dizaines de stades, des groupes qui rentrent par 2 ou 3, puis au bout d'un moment, vont se retrouver. Ah, je pense que ça, c'est pas quelque chose Mais ils en vont train de être. mettre des idées dans la tête de quelqu'un. Non, mais Hein, Jean, OK? c'est super intéressant ce que tu dis. Le seul bémol, par contre, c'est que tu vas te retrouver dans une tribune. Là, on revient sur la sécurité, par exemple, parce que ça va toujours être derrière ça Mhm. que le club va se cacher, c'est peut-être pas le bon mot. C'est comme ça que le club va défendre sa décision. Tu vas être dans une section où tu es assis. Right? Fait que ça va faciliter le travail de la sécurité s'il y a des interventions à faire ou des gens à identifier, je présume. Non, clairement. Et clairement que ça donnera sans doute une autre dynamique à la chose et qu'il n'y aura pas exactement les mêmes ambiances et donc les mêmes débordements. Bon, ça c'est une chose. Très clairement, qu'est-ce que tu dois faire? Tu vas te retrouver avec cette tribune, il va falloir utiliser cet espace parce que tu ne peux pas te rester comme ça pendant indéfiniment avec une tribune qui va être fermée sans personne. Tu as proposé l'idée de créer une tribune, disons, active Schoolboy. ouais, C'est pour les jeunes. pour des jeunes. C'est une excellente idée. Est-ce que pratiquement ça peut être mis en place? Ça, c'est quelque chose, c'est un point sur lequel il serait intéressant de se pencher, d'avoir une discussion. Là où je veux revenir, c'est que on parle de discussions qui ont eu lieu sans avoir eu lieu entre les deux parties. À partir du moment où tu les mets l'un en face de l'autre, le premier élément qui va venir, ça va être le rebrand. OK? Donc, fait avancer les choses. Sois patient. Effectivement, par moments, ça peut être prise de tête. Mais ça, c'est quelque chose qui arrive dans tous les clubs. Dans tous les clubs, il y a ces éléments qui vont être beaucoup plus turbulents, on va dire, et être tenté d'aller au-delà un petit peu de certaines règles. C'est partout la même chose. C'est partout la même chose que les clubs, là où les clubs se distinguent, je dirais, c'est dans leur capacité à dialoguer. Je pense que c'est arrivé, on va en parler plus tard, c'est arrivé en France. Je veux dire, à Marseille, il y a quand même eu un travail qui a été fait à un moment d'une situation qui était compliquée à quelque chose d'un peu plus organisé. Ça s'est passé en Italie aussi. En Angleterre, c'est encore autre chose parce que là, il y a eu vraiment un coup de poing qui a été fait sur des éléments perturbateurs graves avec une identification et des interdictions de stade. On ne va pas aller là, mais je dis tu trouves des outils pour essayer d'arriver à faire progresser la relation. Ce que je vois là, c'est que la relation elle s'arrête dès que le mot rebrand arrive et qu'on ne veut pas aller au-delà. Est-ce qu'il n'y a pas moyen d'avoir une discussion en disant OK les gars, on essaye de parler, essayer de trouver un moyen de façon à ce qu'on puisse vivre ensemble. Pour l'instant, est-ce qu'on peut laisser cette question du rebrand de côté pour l'instant, essayer de parler tout simplement d'une vie ensemble à l'intérieur du stade? Est-ce que cette discussion-là est possible? Déjà, ça, ce serait un point qu'on pourrait essayer de soulever. Deuxième chose, tu parles de sécurité. Oui, il est certain qu'il faut, dans ce cas-là, être un peu plus actif à ce niveau-là. Tu sais, la plupart des clubs, il y a un système en 3 points, qui est prévention, dissuasion, répression. Clairement, la MLS demande une politique de prévention, c'est-à-dire de discussion avec les supporters, essayer de leur dire, voilà, on vous donne cet espace-là, on vous donne cette possibilité de manifester et de soutenir votre équipe. Voilà le cadre, voilà les limites dans lesquelles c'est possible de le faire. Est-ce qu'il y a moyen aujourd'hui, et je dis même encore aujourd'hui, même à un moment où il semble qu'il y ait un divorce assez sévère, d'arriver à ce genre de modus vivendi? Oui, et je veux juste préciser aussi, Jean, 2 choses. Je vais revenir sur la tribune pour les jeunes, mais tu sais, je parlais du ton puis d'un 3 heures. Moi, j'ai aucune idée c'est qui se braque dans ces discussions-là. La seule chose que j'ai vue, c'est le ton des deux communications. Le club qui fait tomber un coup près, pas à peu près. Après, tu as l'association des supporters, incluant les Ultras, qui blâment Kevin Gilmore. Pour moi, tu as besoin d'un médiateur là-dedans, pas à peu près. Là. C'est vraiment un couple qui est blessé puis qui se met à s'obstiner à cause que
il y a encore des croûtes dans l'assiette, puis telle affaire n'a pas été lavée, puis le lave-vaisselle n'est pas sorti, puis à un moment donné, ça part en vrille pour des raisons qui, au fond, sont des blessures qui sont beaucoup plus profondes. Puis as-tu de la misère avec la vaisselle à la maison, Sid? Non, mais l'exemple était trop précis. Ouais, attends une minute. Il est trop précis, mais c'est parce qu'il est trop personnel aussi. Mais ça, c'est le bout dans lequel je vais pas m'engager si ça te dérange pas. C'est pour un autre genre de podcast. On travaillera là-dessus, les relations de couple. Je veux juste terminer, les gars, parce qu'on a passé beaucoup de temps là-dessus, mais je pense que ça valait la peine de faire le tour de manière plus exhaustive. Mon idée, moi, pour une tribune, puis je saute dessus à toutes les fois qu'il y a une opportunité parce que vous n'avez aucune idée comment je souhaite que ça arrive ça un jour. Est-ce que vous voyez souvent des kids de 16 ans, 17 ans, voire 22 ans qui vont au match du CF Montréal ou même de l'Impact à l'époque, seuls, sans leurs parents? En voyez-vous souvent? 22 ans, oui, quand même, 22 ans. Après 16... même un peu moins en groupe, ouais. Écoute, ce serait intéressant de poser la question parce que pour moi, il y a un gap dans les gens qui vont au stade. Tu y vas en famille, avec tes parents, puis là, à un moment donné, quand tu as 25, 26, 27 ans, quand tu commences à avoir un petit peu plus d'argent, là, tu retournes au stade parce que tu as peut-être fini de faire le party ou peut-être que tu as plus d'argent à ta disposition. Moi, ce que j'aimerais, c'est de voir une section. C'est peut-être pas obligé là, d'être une grosse section. Je pense pas que tu aurais assez de monde pour commencer ça. Mais de 12 à 17 ans, tu n'as pas d'alcool, tu n'as pas de parents. Ce qui arriverait, c'est que ça donnerait une expérience aux kids qui leur permettrait de trouver leur propre champ, de s'approprier le stade, de développer leur culture de supporter. Puis après ça, une fois que ça fait 2, 3, 4 ans que tu as eu ces kids-là dans ton vivier, tu les prends puis tu leur donnes une nouvelle section de supporters. Puis là, on parle là, d'un projet de 5 à 10 ans, c'est clair, parce que ça n'arrive pas du jour au lendemain. Mais moi, je pense que ces gens-là, après ça, s'en iraient ailleurs dans le stade. Il y en a peut-être qui décideraient de juste prendre 2 billets de saison. À l'âge de 18 ans, tu es obligé de sortir de la section, mais de 18 à 22, on te donne un tarif préférentiel parce que tu as fait partie de cette section-là, puis on veut te garder au stade. On ne veut pas que tu commences à aller au Beach Club, par exemple. On veut que tu viennes au Stade Saputo. Désolé, Olivier Primo, je ne suis pas en train de bâcher ton entreprise. Je suis juste en train de donner un exemple de démographie qui fonctionne. Moi, je pense qu'il y a quelque chose de tellement précieux là parce que ce serait à eux. Ce ne serait pas maman, papa qui tiennent par la main. Maman, papa peuvent être dans la section à côté, mais ça devient ton expérience, ton club, ta tribune, tes champs. Et après, tu es capable d'avoir des bonnes racines fortes que tu transplantes dans une autre section du stade. Tu vas rejoindre l'équivalent des Ultras ou les Ultras carrément s'ils font leur retour au stade, le 1642, ou carrément une autre section qui pourrait devenir une section supporter, un nouveau virage. Bref, je voulais juste le préciser parce que j'y crois vraiment. En Europe, c'est des sections qui s'appellent en Irlande, en tout cas, School Boys. Là, on va School Boys, School Girl, peu importe comment on veut l'appeler. Mais je pense qu'il y a vraiment du gros potentiel là. Je le sais que c'est complexe en termes de vente de billets, de supervision, mais je pense que c'est quelque chose qui mériterait d'être exploré et personnellement, juste d'être implanté. C'est mon opinion personnelle. Je ne sais pas ce que ça représente comme coût, comme organisation, comme infrastructure ou comme revenu aussi potentiel. Mais bref, c'est une idée qui est lancée comme ça. Sid, il y a le Canada qui jouait aussi au cours de la dernière semaine. On a tendance je sais, je vous ai vu à la télévision, vous deux. Oui, excellente nouvelle d'ailleurs qui est tombée. Tous les matchs qui restent, il en restait 12 lorsque l'annonce a été faite. Il en reste 11 maintenant après la victoire du Canada 3-0 face au Salvador. Ça, c'était mercredi soir au BMO Field. Tous les matchs vont être présentés sur les plateformes du Réseau des sports d'ici la fin des qualifs en début d'année 2022. Donc ça, c'est une excellente nouvelle. Tu retiens quoi de ces 3 matchs-là? Moi, ce qui m'a fasciné, c'est que d'une mi-temps à l'autre, John Herdman est capable de donner, Sid, une mission complètement différente à son équipe. Restez assis face aux États-Unis en première mi-temps, attaquez en deuxième, soyez prudents en première mi-temps face au Honduras, trouvez vos repères. Face au Salvador, c'est le contraire. Sortez comme des trains. C'était 2-0 après 11 minutes. Toi, qu'est-ce que tu as retenu?
globalement, moi, c'est le mot convaincant que je retiens. C'est une fenêtre de qualification très convaincante où on a accumulé énormément de confiance envers le groupe et ses capacités. Donc ça, c'est très appréciable. J'ai la même lecture que toi sur les mi-temps, excepté la première contre l'Honduras, où je pense que la nervosité du début de cette campagne à domicile, où ils ont cherché quand même un petit peu son identité avec le retour des joueurs qui n'étaient pas là durant la Gold Cup. Ça, c'est vraiment le seul bémol, mais je le mets sur le compte de la nervosité plutôt que de quelque chose de plus conscient tactiquement. Mais par la suite, on a une montée en puissance du groupe et c'est vraiment appréciable. On a aujourd'hui une équipe qui est persuadée qu'elle a les moyens de se qualifier et on n'est pas dans des fantasmes de partisans et qui sont complètement légitimes. Mais là, au sein du groupe, on le sait qu'on peut se qualifier et je pourrais même aller un peu plus loin, genre comme sauf accident, on sait qu'on va se qualifier. Et j'ai vraiment apprécié, notamment sur le match contre El Salvador, l'attitude conquérante des joueurs qui se sont fait mais tenser dans tous les sens par El Salvador, qui a très bien compris qu'il n'y avait pas la VAR qui était disponible durant cette fenêtre de qualification et qui pour autant malgré ça n'a pas réussi à prendre l'avantage psychologique sur le Canada et je te dis ça malgré le 2-0. Pour moi, je dirais même limite le 2-0 en 10 minutes, il est anecdotique. C'est surtout le comportement très valeureux, même si j'aime pas forcément trop être un peu sur une narrative très ok, mais j'ai beaucoup apprécié le fait que le Canada était droit, regardait droit dans les yeux de l'adversaire, et c'est pas les petits coups ou les tentatives d'intimidation qui allaient les empêcher. Et ça, je le mets au crédit d'une forme de confiance qui a été acquis par le vécu de ce groupe-là, et notamment la Gold Cup qui est très fondateur. Ainsi que le résultat contre les États-Unis, parce que c'est quand même gros, ce match nul-là contre les Américains, permet à ce groupe-là véritablement de dégager complètement autre chose. Et ça, c'est super intéressant. Et en fait, le vrai résultat fondateur, c'est la victoire contre les États-Unis il y a 2 ans. Mais aujourd'hui, on voit que c'était pas un hasard, cette victoire-là. C'est pas un fluke, comme on dit en bon anglais, en bon français, pardon. Mais c'est ça que j'apprécie beaucoup, cette montée en puissance-là qui me fait regarder la fenêtre Mexique, Jamaïque, Panama de façon très confiante. Et Sid, tu parles de ce résultat-là dimanche dernier face aux États-Unis. Je pense que, la victoire d'hier face au Salvador, ça met en lumière ce résultat-là parce que tu confirmes. Et le fait que les États-Unis sont allés au Honduras, étaient menés 1-0 et finissent par gagner 4-1, montre que toi, tu as été capable de les tenir en échec chez eux. Et je pense que ça montre encore plus à quel point c'est un résultat super acceptable d'être allé chercher un point aux États-Unis, sachant qu'il faut que tu les accueilles plus tard dans la ronde de compétition. Jean, peut-être un commentaire sur cette victoire-là face au Salvador. Tu l'as fait quand même sans Alphonso Davies. Et ça, comme tes résultats sans Davies et Jonathan David à la Gold Cup, ça va avoir galvanisé tes troupes, ça va avoir donné une confiance au Canada que tu n'es pas dépendant. Je comprends que c'était le Salvador, ce n'était pas le Mexique que tu avais en face, mais que tu n'es pas entièrement dépendant d'Alphonso Davies non plus. Non, d'abord, le Salvador, c'est ton pain quotidien en CONCACAF et c'est le type d'équipe contre lesquelles tu dois faire des résultats et contre lesquelles tu vas jouer ta qualification. Le Mexique, c'est encore une autre discussion. Sur ces 3 matchs-là, ce qui est le plus notable, c'est la maturité de ce groupe. C'est d'être capable d'arriver avec une rotation assez marquante quand même, parce que tu peux te priver de Jonathan David pour un match, tu peux jouer sans Alphonso Davies pour un autre match, tu peux jouer sans Anthony Kay, tu peux laisser de côté Victoria, tu peux faire rentrer, sortir Miller. Donald Henry a fait un très gros match contre les États-Unis. OK, tu vas être remplaçant pour le match suivant. Atiba Hutchinson dans un milieu où j'avais des petites craintes pour le match pour le Panama quand je vois Stakio Hutchinson pour tenir le milieu de terrain, Osorio dans un rôle un peu plus libre. Mais clairement, cette équipe-là, elle est à l'aise dans un nombre assez vaste de dispositifs, d'organisation. Mais surtout, ce qui m'a marqué, c'est la maturité de ce groupe-là.
Quand Mhm. tu vois ce que sont capables de faire, ce que finalement un gars comme Oyela était capable de faire, parce que Ah oui. clairement, le potentiel, il est là depuis longtemps. Il le livre maintenant, je dirais, il est bien plus grand que ce qu'il a jamais été avec le Canada. Il a peut-être sauvé des coups, ou en tout cas donné espoir à plusieurs reprises dans son passé. Mais là, ce que tu vois, tu te dis, OK, là, clairement, je comprends complètement le gars, pourquoi il est là et pourquoi, dans cette équipe où il y a plein de jeunes qui sont très prometteurs et très talentueux, pourquoi ce gars-là, tu le gardes et puis non seulement tu le gardes, mais il est extrêmement important. Tu comprends pourquoi Atiba Hutchinson, il est essentiel de le rappeler et de le garder pour galvaniser ce groupe-là. Et tu vois aussi clairement que chaque élément a son utilité, que tu fais pas rentrer un Adékoubé pour faire le nombre, parce que Mhm. tu sais clairement ce qu'il apporte, ou ce qu'il peut apporter beaucoup plus tôt dans le match, même en tant que partant. Enfin, il y a clairement quelque chose qui s'est passé. Oui, il y a eu un moment fondateur, une étincelle qui est le match contre les États-Unis il y a 2 ans, mais il y a quelque chose qui s'est mis en place et qui s'est conforté lors des tours préliminaires. Les tours préliminaires qui ont servi à dire, OK, on a ce potentiel-là, maintenant il faut le concrétiser. Il faut le concrétiser en créant des actions et en marquant des buts. C'est arrivé. Il y a eu ensuite le tour supplémentaire contre Haïti, qui représentait un irritant dans l'histoire récente de cette sélection, qui a été balayé assez Mhm. facilement, sans doute. Et il y a eu la Gold Cup. Ensuite, on bascule sur ces qualifications. Ouais, je rejoins Sid en disant qu'il y a eu ce petit moment de nervosité et de c'est le moment maintenant en première mi-temps contre le Honduras, Ouais. qui était clairement assez piégeux à domicile pour un premier match face à une équipe qui est un bloc. Mais ensuite, bon, bah, on sent que les gars se sont lâchés et ont été totalement capables d'adhérer à certaines consignes. On l'a vu contre les États-Unis en particulier. Tactiquement, ça a été un très bon match. Enfin, ouais, on voit, c'est que Ouais. cette équipe-là, elle apprend, mais elle apprend et qu'elle est capable de contenir, de tenir cette expérience-là et de la faire progresser, de la faire fructifier. Ouais, tactiquement, ça a été un très bon match. Va dire ça à Brandon Aronson, puis tu verras ce qu'il va te répondre, lui. Et- Les gars, on va passer en deuxième vitesse parce que le temps file, il nous reste encore yeah. beaucoup de sujets. On va appuyer sur l'accélérateur. On passe en temps additionnel. Jean, te rappelles-tu la fois où les Brésiliens ont commencé à se faire les apôtres des mesures sanitaires quelques semaines seulement? Parce que oui, on peut compter en semaines après avoir levé la main et dit, nous, la Copa América que la Colombie veut pas, que l'Argentine veut pas, on va la prendre. On a quoi, 3/4 de million de cas de COVID actifs, mais c'est pas grave, on va l'accueillir, la Copa América. Puis là, tout d'un coup, quand l'Argentine débarque avec des gars qui ont, selon les rapports, fait des déclarations erronées sur leur déclaration COVID, ben là, tu as la police et les autorités sanitaires qui débarquent sur le terrain. Ouais, bah là, alors dans cette histoire-là, il y a tellement, tu sais, c'est une pelote et puis il y a des fils un petit peu partout et tu tires d'un côté, tu arrives à un nœud, mais c'est clairement un truc totalement fou et c'est très difficile d'arriver à tirer les raisons pour lesquelles ça s'est passé de cette façon-là. Et je te dirais que alors, on se renvoie un petit peu là-bas. Le rapport a été envoyé à la FIFA qui doit faire une enquête, mais il y a aussi la police qui s'en mêle parce que on est en train de regarder les déclarations des 4 joueurs argentins en question. Il y a les services de santé. Il me semble que c'est l'ANVISA qui a dit Ouais. qu'ils avaient. Alors, il y a cette histoire-là qui dit qu'ils avaient tenu une réunion la veille avec des représentants de la sélection argentine qui, eux, disent non, ça ne s'est pas passé comme ça exactement. À partir du moment où on ne s'accorde pas sur quelque chose d'aussi clair que ça, c'est pas évident à démêler, quoi, clairement. Mais ouais, il y a une ambivalence, on va dire, je ne vais pas dire hypocrisie, mais pas loin, effectivement, à dire OK, il n'y a pas de problème, nous on va organiser la Copa América, et puis un mois après dire attention, c'est pas possible, des gars qui arrivent, qui viennent du Royaume-Uni, ils peuvent pas rentrer dans le pays. Maintenant, ouais, il y a
il y a clairement le fait que c'était l'Argentine qui jouait. Il y a certainement un Ah oui. petit, disons, un élément supplémentaire qui Non, fait non, Jean, que on a rajouté un peu de Jean. pression là-dessus. Attends, Ouais, on va juste. Je vais te écoute. poser une question plus claire encore. Si ce match-là, c'est contre la Bolivie, est-ce que ça arrive, ça? Non, clairement pas, clairement pas. Bon, En on est tout cas, d'accord. on fait un écran de fumée, on fait un écran de fumée parce que ça a marché. Regarde, à la Copa América, il y a la moitié de la sélection vénézuélienne qui n'a pas eu le droit de venir. Donc, clairement, on va respecter, disons, pour la façade, un certain nombre de règles. Maintenant, quand ça devient vraiment sérieux, et avec le vécu de la Copa América, qui en plus a vu l'Argentine aller gagner au Brésil en finale, en battant le Brésil, il y a clairement une volonté d'être, disons, de tourner les choses d'une façon qui puisse être arrangeante. Et parce que ça met, mine de rien, c'est l'Argentine que ça met en difficulté, parce que c'est elle qui est présentée comme ayant triché. Donc, Oui, il y a certainement, disons, certaines motivations derrière qui ne sont pas trop claires. ouais, une Qui sont très motivation, claires, au contraire. une motivation qui va peut-être au-delà de ce qu'on aurait eu contre un adversaire différent chez les autorités brésiliennes. Reste que si tu fais des fausses déclarations puis tu es un joueur argentin, à quelque part, il faut que tu vives Ben avec ouais, aussi. Tu ne peux pas mettre les autorités devant un fait accompli. On en a parlé tout à exact. l'heure, Sid. Il y a eu des incidents il y a quelques semaines entre Nice et Marseille à Nice. Là, le dossier a avancé, puis dire que c'est controversé, ce serait peut-être un euphémisme. Ah oui, non, personne n'est content. Assez incroyable comment la décision de la LFP, qui a mis quand même beaucoup de temps à venir suite au travail de la commission d'arbitrage, a accouché. Ouais, c'est l'éléphant qui accouche d'une souris, parce que on n'est pas du tout à la hauteur de la portée des événements. On a quand même de nombreux supporters qui ont rentré sur le terrain, et qui se sont battus avec des joueurs. On est dans une situation ubuesque. Et pour autant, lorsque tu vois les sanctions qui ont été délivrées, trop peu, et puis même trop tard d'ailleurs, mais trop peu. Nice prend 3 matchs à huis clos, dont un qui a déjà été purgé. Ils prennent une sanction de 2 points, donc un avec sursis. Donc voilà, s'il y a bon comportement, ce sera juste moins 1 point. Et on a aussi Alvaro, le défenseur argentin de Marseille, qui prend 2 matchs de suspension, ainsi que Dimitri Payet, qui est la principale victime de cet événement, qui prend un match de suspension. Et dans tout ça, la responsabilité de l'arbitre en question, qui n'a pas veillé à la sécurité des joueurs, n'est pas remis en cause. Il n'y a pas de sanction pour le club. Il y a les huis clos, la billetterie, très bien, mais il n'y a pas une amende explicite pour le club. Et t'as vraiment l'impression qu'au contraire, en fait, on a fait même une jurisprudence, et que si d'autres événements similaires comme surviennent, on a vraiment créé un monstre avec cette décision. Attends une minute, là. Juste en 2 secondes avant qu'on passe au sujet chaud. Es-tu en train de nous dire que les sanctions, en les regardant, des gens pourraient se dire, bon, ça vaut la peine? Mais il y a beaucoup de scénarios. Après, bon, comme tantôt j'ai dit, bon, Twitter, il faut apprendre à se débrancher, mais il y a en ce moment beaucoup de scénarios fictifs qui se disent, et que certainement que je crois que la Ligue va sanctionner de façon plus adéquate. Et il y a Ouais, aussi des réalités qui sont très très différentes d'un ouais. club à l'autre. Comment est fait l'Allianz Arena, qui te permet en un Mhm. chevauchement de te retrouver sur la pelouse, mais impossible de déborder à Marseille ou à Paris, qui Ouais. sont les endroits les plus chauds de France, parce qu'il y a des systèmes qui sont mis en place. Donc il y a une configuration de stade dans un cadre de derby, parce que Nice-Marseille, c'est quand même assez tendu, qui a créé cette situation-là. Donc ailleurs, ce ne sera pas facilement reproductible. Mais quand même, il y a des interrogations. Même la ministre des Sports a dit, oui, que c'est normal que Payet se défende, et on ouvre la porte à des comportements qu'on ne voudra pas voir dans le Mhm. futur. Et c'est ça, en fait, qui m'interroge. Et puis je trouve que la sanction est pas à la hauteur de ce qui s'est passé. Jean, en 15 secondes? Ouais, c'est d'aller que oui, cette décision-là, c'est d'accoucher d'un monstre.
mais parce que ça ne pouvait pas être autrement, parce que justement, ce que la Ligue voulait absolument éviter, c'est d'avoir une décision qui allait faire précédent, parce qu'il y a trop de choses. Et il y a des attaques contre un joueur de la part du public. Le joueur, oui, Payet, il est victime, mais il renvoie cette bouteille. Or, c'est quelque chose qui est contre lequel on lutte complètement, qui est des actes comme ça de la part venant des joueurs, de joueurs qui commencent à se battre avec des supporters. Il y a un nombre incroyable d'éléments là-dessus que la Ligue voulait absolument éviter sur lesquels la Ligue voulait absolument éviter de créer des précédents, parce que c'est trop mêlé, trop entremêlé, éviter qu'un club puisse prétexter de telle ou telle chose pour ne pas jouer et porter plainte. Marseille ne revient pas sur le terrain, ils étaient censés avoir perdu le match. Ça n'a pas de sens non plus, parce que clairement, ils sont victimes, eux, à un moment aussi. Donc, il y a trop d'éléments pour que la Ligue ait pu prendre une décision qui aurait justement, et on est dans le système de la Ligue et de ces instances décisionnelles très administratives. Donc, éviter qu'il y ait une jurisprudence trop lourde et dont on puisse se servir régulièrement après. Ouais. Clairement, ça a accouché d'une décision qui est trop faible dans tous ces éléments, les 1 point, les matchs à huis clos, etc. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens, et clairement, c'est une décision qui n'en est pas une, même si, à mon avis, il y aura des appels là-dessus et qu'il est possible que ça avance au-delà de ça. Oui, et vous savez à quoi ça me fait penser, ça, les gars? À l'époque où je prenais mes cours d'arbitre, puis qu'on nous présentait un scénario, qu'est-ce que tu fais si le ballon frappe la barre horizontale, explose, dégonfle, frappe un chien qui traverse la surface de réparation, le gardien s'enfarge sur le chien, puis finalement, le ballon se ramasse dans le but? Est-ce qu'il y a un but ou pas? Puis là, tu te dis, ben, je ne sais pas comment gérer ça. Je vais retourner chez nous, juste aller me coucher, puis je verrai si quelqu'un a la solution après. La Ligue en France, j'ai l'impression que c'est ce genre de scénario-là qui ont eu. Sujet chaud, les gars. On va commencer, Sid, avec toi. Question de Dr Gab. Selon vous, est-ce que le CF Montréal prépare une vente? Depuis le rebrand, c'est Gab qui continue. C'est vraiment une impression de plus en plus forte. Et se débarrasser des fans bruyants, c'est une bonne façon d'éviter un drame à la Columbus. Non, je pense pas qu'il prépare une vente, bien au contraire. Je pense qu'on a envie de valoriser son actif, et qu'on prend différents éléments, dont le nom, dont le logo, dont une image négative qui peut être engendrée par certains comportements, et on veut changer tout ça. Donc je pense qu'on est très loin de ça dans ma vision. Maintenant, le mot-clé dans la question de Gab, c'est impression. Et cette impression-là, selon moi, elle est là aussi par manque de communication. Je pense que c'est important du côté du club, du côté administratif, de faire des sorties pour bien rappeler les objectifs, bien parler des temps de passage, et de aussi essayer d'amener les gens à embarquer dans la vision qu'ils sont en train de mettre en place. Et sans ces communications-là, on va toujours pouvoir laisser la porte ouverte à toutes sortes d'interprétations de la situation actuelle. Oui, j'ai tendance à aller dans le même sens que toi, Sid, parce que quand j'entends Kevin Gilmour, à qui j'ai eu l'occasion de parler il y a 2 semaines, si je ne me trompe pas, dire « la famille Saputo veut avoir une équipe gagnante, veut gagner des championnats », ben tu te dis, tu n'es pas en train de penser à vendre l'équipe, là, à moins que ce soit vraiment le show de boucan de tous les shows de boucan. Si tu penses à mettre une équipe gagnante, ça ne va pas se faire cette année. Ça pourrait, là, mais tu sais, l'équipe pour dire « on court après une MLS Cup », ça va se faire dans 2 ans, peut-être. T'entends aussi parler d'investissement dans le stade. C'est encore d'actualité, même si on dit que la ville n'est pas revenue vers le club. À un moment donné, je pense que le club va avoir besoin de se mouiller puis de faire une autre sortie avec un projet officiel, présenté peut-être publiquement pour dire, là, la ville, est-ce que vous êtes prêts à nous aider ou pas? Mais quand t'entends parler de ça, quand t'entends Kevin Gilmour dire, avec Olivier Renard, on n'a pas statué sur son futur, mais on dit c'est seulement le début d'un long projet, ce serait vraiment soit
garder Kevin Gilmore dans le néant, citer le groupe de propriétaires et pas lui faire savoir que ce seraient tes intentions, ou vraiment, vraiment bien déguiser les intentions de l'organisation. Moi, je continue de penser que pourquoi tu donnerais tout ce trouble du rebrand si tu étais pour penser à vendre, tu fais juste liquider, dégraisser, puis tu vends, puis la prochaine personne qui l'achètera, que ce soit ici ou ailleurs, décidera de faire le rebrand. Tout à fait, exactement, j'ai la même lecture que toi, Olivier. Ça nous amène, Jean, à une question de Franco Sergerie. Est-ce que Joey Saputo est dû pour une sortie? Et juste pour clarifier, la question, moi, je la pose probablement à tous les mois depuis 2 ans. Puis, tu sais, c'est pas pour faire le smart, là, je te vois rire, Sid, mais à tous les mois et demi, peut-être, il y a quelque chose qui arrive. Puis je me dis, ça pourrait être intéressant. Des fois, c'est d'un point de vue business. Pendant la pandémie, c'était pour parler de la réalité en Italie versus l'Amérique du Nord. Et là, j'ai reposé la question ce matin. On est toujours, puis je le respecte, mais on est toujours sur la même position. Joey Saputo ne veut pas donner d'entrevue. C'est la même chose depuis 2 ans, donc ça reste cohérent à ce niveau-là. Mais selon toi, Jean, est-ce que ce serait bénéfique de voir une sortie de Joey Saputo à ce stade-ci? Est-ce qu'on parle là de suite à ce qui s'est passé vis-à-vis des supporters? J'interprète la question de Franco, mais je te dirais oui. Ouais, moi aussi j'interprète comme ça aussi. Non, je crois pas du tout. Je ne vois pas je ne vois pas ce qu'il apporterait au débat. Je ne vois pas certainement pas en quoi il apporterait quelque chose qui puisse permettre d'aller vers l'avant. Et parce que la seule possibilité que je vois, le seul canal vers lequel il y aurait une sortie, ça n'aurait pour effet que d'envenimer les choses, disons. Non, je ne pense pas qu'on soit vers une sortie de Joey Saputo. Je pense que justement, ce qui marque ces derniers mois, c'est une certaine retenue dans ces interventions-là, alors qu'avant, il n'était pas avare, on va dire. Moi, le seul bémol que j'apporterais à ça, puis je pense que dans la foulée des événements, là, c'est trop chaud en ce moment. Puis je pense que Joey Saputo, c'est un sanguin. À quelque part, il y aurait peut-être des risques que ça dérape. Mais éventuellement, là, quand les choses vont se calmer, quand tu es dans une phase plus positive, Sid, tu vas probablement te dire qu'on était dans une phase positive, puis là, les Ultras, puis la section 132 se fait garrocher dehors, fait qu'on n'est jamais loin d'un incident diplomatique. Mais à quelque part, cette idée-là, puis Sid l'a dit tantôt, Jean, c'est une impression que plusieurs supporters ont, pour la plupart des supporters qui investissent dans le club, que leur club pourrait disparaître, être vendu. D'avoir Joey Saputo qui dit « Hey, la gang, c'est pas du tout notre intention en ce moment. On cherche des investisseurs, des partenariats stratégiques. On veut investir dans le stade. On veut investir dans l'équipe comme on l'a toujours fait avec des Drogba, des Piatti, Di Vaio, Nesta et compagnie. » De dire ça, je pense que ce serait très rassurant. Mais tu as peut-être raison, Jean, que de parler d'un dossier qui est aussi chaud et qui peut déraper aussi rapidement, ce serait peut-être pas le meilleur timing. Sid, il y a Louis Colas qui pose une question. Outre un plan quinquennal, est-ce qu'il y a une façon de rétablir ce qui semble être la cassure ultime entre le club et ses supporters? En fait, tu pourras répondre à la question de Louis, mais est-ce qu'il y a une cassure entre le club et ses supporters ou est-ce qu'il y a une cassure entre le club et les supporters de cette section-là? Est-ce que tu vois 2 dossiers séparés ou c'est vraiment les supporters dans leur ensemble? Non, c'est pas les supporters dans son ensemble. C'est évident que aller au stade pour vous en convaincre. Il y a du monde qui a envie de passer du bon temps. Et je le dis, je le répète. Donc c'est pas les supporters, ce sont des supporters. Maintenant, ces supporters-là sont particuliers et effectivement, tu as besoin d'eux pour amener ton expérience à un autre niveau. Donc effectivement, il faut arriver à se parler. Sauf qu'il y a aussi des précédents qu'on peut voir ailleurs et que lorsque j'entends plan et j'entends supporter, moi directement je pense au plan Le Prou qui a été un geste qui a été posé par la direction du Paris Saint-Germain quand ils ont décidé de nettoyer, mais alors là, nettoyer au Karcher leur tribune du côté de Boulogne et d'Auteuil suite à la mort d'un jeune supporter. Et
et aussi suite à de nombreux incidents qui étaient un Mhm. petit peu le lot de la vie autour du Parc des Princes, dont l'ambiance est universellement reconnue comme l'une des meilleures au monde, simplement. Sauf qu'il Mhm. y a des limites à ne pas dépasser. Et là, lorsque le Prou, bien aidé par le volet politique, a décidé voilà, d'aller à fond dans ces changements dans l'organisation des groupes de supporters. Il n'y a pas eu, il y a pas eu de retour. Pendant de nombreuses années, le Paris Saint-Germain était handicapé de ses supporters, puis ça a pris un peu le retour des investisseurs qataris et la volonté, parce que comme dans leur actif, ils savent très bien du côté de Nasser El Raifi que tu as besoin d'avoir des belles tribunes, de trouver des façons de cohabiter, et au-delà de cohabiter, de collaborer, parce que c'est là qui est arrivé. Mais il y a eu une grosse cassure, une cassure qui est l'équivalent de ce qu'on est en train de voir avec la fermeture de la tribune 132, et ça a Mhm. pris des personnes qui ont décidé d'amener le bon et de minimiser le moins bon d'une culture ultra au travers d'un club. Et là, il y a 2 points que j'aimerais amener, c'est que d'un point de vue structurel, il y a un gros problème chez les supporters, où, par exemple, la réunion dont tu parles, la réunion de 3 heures, ben, on l'a tous Mhm. appris hier, et personne n'était au courant que le club avait rencontré les ultras, et c'est pas la première fois qu'on n'a aucune idée des relations Mhm. réelles qui sont entretenues entre le club et les ultras, parce que je suis désolé, mais tu fais pas rentrer tout ce que tu fais rentrer dans le stade sans qu'il y ait des relations, donc il y a forcément Mhm. un dialogue, mais qui n'est pas communiqué. Donc structurellement, on a un problème. Qui sont les représentants? Et il y a une opacité claire qui est entretenue, à tort ou à raison, par ces groupes de supporters, qui nous empêche finalement d'embarquer dans leur vision au-delà de ce que nous on voit, la partie émergée de l'iceberg. Donc ça, c'est très problématique. Et peut-être pour faire un rebond sur ton point sur la façon de protester, il y a réellement, il faut le dire, un problème d'influence. Si les ultras faisaient toute la tribune comme de bord à bord, et qui décidaient d'arrêter de juste un match, de pas venir, je peux t'assurer que comme là, on les écouterait différemment. Aujourd'hui, leur nombre fait en sorte que les moyens d'expression sont forcément radicaux. C'est forcément, comme on le sait très bien, comme t'as pas le choix finalement d'avoir ces moyens d'expression-là lorsque t'as pas un pouvoir d'influence massif, sachant que, et on doit le rappeler aussi, c'est la tribune la moins chère du stade. Mhm. C'est l'endroit le moins C'est payant du vrai, stade. Donc, d'un point de vue du club, c'est un on a bon un point. rapport de force qui penche, ou dans lequel on fait le calcul. Bon, comme on a combien là, 200 fois $20 le billet. Bon, ok, très bien. Donc tout ça fait en sorte qu'il y a beaucoup comme aujourd'hui, les ultras ont été un peu acculés, et maintenant, sachant que ce n'est pas un groupe monolithique, et qu'au sein de ce groupe-là, il y a forcément des gens qui ne pensent pas comme tout le monde, qui font partie de ce groupe, c'est la nature même des groupes. Il faudra, auprès de ceux qui ont envie, comme je dis, d'apporter tout le bon du supporterisme ultra, venir s'asseoir et avec eux mettre en place un plan, comme ça peut être fait dans tellement de clubs différents, lorsqu'on a envie de passer à une autre étape, et utiliser l'énergie même de la passion des supporters pour, voilà, pour amener ton expérience stade à un niveau ultime qu'on apprécie tous, évidemment. Ouais, on a l'impression, de l'extérieur du moins, que les Ultras sont allés all-in dans leur manifestation, dans leur volonté de tester les limites. Puis, ben, assis à la table de poker, tu as le club qui a collé leur bluff et qui a dit on ramasse tout. Finalement, la game de Mhm. poker est terminée. Et c'est le feeling que ça donne. Une dernière question, Jean, avant de terminer l'émission. Daniel Nguyen nous dit pensez-vous que le Canada doit ajouter un homme au milieu de terrain dans l'axe pour maximiser son potentiel offensif? Ah, on parle football. On va parler du jeu Oui, un petit mais peu. on n'a pas beaucoup de temps. Il va falloir que tu fasses ça vite. OK. Non, c'est un problème. Non, mais c'est une question d'organisation. Et je pense que c'est bien comme question. Mais je pense que dans le système qui est mis en place là, non, je ne pense pas que rajouter quelqu'un au milieu axial, ça puisse faire déjà, ça puisse permettre au Canada d'être encore plus offensif, ou en tout cas que son potentiel offensif soit plus réalisé. Le système actuel, il est fait. Regarde, tu as 3 défenseurs. 3 défenseurs, pourquoi? Parce que tu veux jouer en surnombre toujours, quel que soit le système d'attaquant qu'on va te mettre en face. Qu'est-ce que ça fait? Si tu n'as qu'un seul attaquant de pointe, tu vas toujours avoir donc un défenseur vis-à-vis de l'attaquant. Normalement, tu en as toujours un deuxième qui est là encore pour avoir ce surnom. Donc, tu as un troisième qui, théoriquement, sert pas à grand-chose. Qu'est-ce qu'on a vu hier? C'est que ce troisième-là, selon les moments,
va monter, va s'intégrer au jeu. Donc tu as déjà cette présence qui va de facto être au milieu de terrain, et c'est ce qui va permettre, de pousser Ateba Hutchinson jusque dans la surface pour aller marquer le premier but, deux, amener Steven Vittoria ou Miller en position d'attaque par moment. Donc je crois pas. Deuxièmement, l'organisation encore qui est mise avec ce pivot, que ce soit Eustachio Kay, hier c'était Eustachio Hutchinson, tu peux avoir donc, on a dit Kay, tu peux avoir Samuel Piet, et que tu as Osorio qui est jamais très très loin, offre quand même cette garantie-là. Tu as Osorio, Oelet et un attaquant de pointe avec deux joueurs sur les côtés qui vont pousser régulièrement. Donc je ne pense pas que le Canada puisse véritablement actuellement dire on veut maximiser encore plus notre potentiel offensif, parce que je crois qu'on est déjà pas mal dans ce système-là, et qu'on est arrivé à une sorte d'équilibre qui, pour le moment, fonctionne bien. Je ne crois pas que l'amener un peu plus, essayer d'en mettre un petit peu plus, soit une solution qui soit véritablement viable. Puis, si c'est pas brisé, essaye pas de l'arranger. En gros, c'est ça que tu es en train C'est de pas nous mal dire. ça aussi. Yeah. Jean Cid, toujours un plaisir. Ça a été super Merci, intéressant. Olivier. On se retrouve la semaine prochaine en espérant que, j'en doute, là, mais que toutes les tribunes soient ouvertes. On a oublié de parler. Ah ouais, le CF Montréal joue contre Nashville en fin de semaine. Tiens, on va finir avec ça. On n'en avait même pas parlé. Merci les gars, toujours un plaisir. Merci à vous à la maison de nous avoir écoutés. C'est toujours un plaisir de vous avoir à l'écoute. Un plaisir également de répondre à vos questions. Posez-les tout au long de la semaine sur Twitter avec le hashtag LDSF et partagez le contenu rds.ca/balado-diffusion, iHeartRadio et toutes vos plateformes préférées.